Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo spécialement dédiée au crowdfunding. Le crowdfunding, c'est plus de 2 milliards d'euros collectés uniquement en 2023. Cette méthode d'investissement attire donc de plus en plus d'investisseurs année après année. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le crowdfunding, sur le financement participatif, son fonctionnement, ses définitions, ses avantages, ses inconvénients, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Jérémy Razny, je travaille pour l'Endopolis, l'une des plateformes de financement participatif référence pour investir dans la transition énergétique, dans des projets d'énergie renouvelable. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nazim. Salut Nazim. Salut Jérémy. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter et présenter aussi un peu ton expertise? Alors moi c'est Nazim Aboun, je suis conseiller en gestion de patrimoine de formation. J'ai rejoint l'Endopolis il y a plus de 2 ans aujourd'hui en tant que responsable de la relation investisseur. Donc j'accompagne au quotidien notre communauté d'investisseurs pour choisir des meilleurs projets pour eux. Merci beaucoup Nazim pour cette présentation. Avant de commencer, je vous rappelle pour des raisons réglementaires qu'investir présente des risques de perte de la totalité du montant investi et de risques d'illiquidité. Ceci étant dit, je te propose qu'on commence dès maintenant. Donc tout simplement, c'est quoi le financement participatif? Comment tu le définirais-tu et d'où ça vient? Alors le terme de crowdfunding, c'est un terme anglais qui veut dire financement par la foule. Un des premiers événements marquants, et on retrouve les origines du crowdfunding, c'était en 1875 lors de la construction de la Statue de la Liberté, où tu avais eu une convention franco-américaine pour faire un appel aux dons et financer la construction de la Statue de la Liberté. Donc c'était vraiment les prémices, les origines du crowdfunding. C'est un moyen qui permet aux entreprises de financer tout ou partie d'un projet sans forcément passer par des organismes bancaires. Donc c'est un moyen de financement qui est flexible. Je prends l'exemple de nos projets chez l'Endopolis, l'exemple d'une société qui souhaite construire par exemple une centrale solaire qui vaut 5 millions d'euros. La société va dans un premier temps consulter sa banque, donc ils leur disent voilà, j'ai un projet qui vaut 5 millions d'euros, est-ce que vous me suivez? La banque leur dit d'accord, je vous prête, mais à hauteur de 80%. C'est ce qui se pratique en moyenne sur le secteur. Il reste donc logiquement 20% que l'opérateur devra apporter soit avec sa propre trésorerie ou bien, et c'est là où nos investisseurs entrent en jeu, en faisant appel au financement participatif. Très bien, merci pour cette définition. Donc là, tu as présenté nos projets, ce qu'on fait chez l'Endopolis, mais il y a plusieurs formes de financement participatif. Est-ce que tu peux un peu expliquer les différentes possibilités qui existent dans le crowdfunding? Alors, on a 3 modes de financement. On a le don avec ou sans contrepartie. D'ailleurs, les premières plateformes s'étaient tournées vers ce mode-là. On a le prêt avec ou sans paiement d'intérêt. Et on a enfin l'investissement ou dit crowd equity. Très bien, tu as parlé de crowd equity, de prêt avec intérêt. Ce sont des méthodes d'investissement qui impliquent des instruments financiers. Quels sont les instruments financiers liés justement à ces méthodes d'investissement et est-ce que tu peux les définir? Alors derrière le crowd equity, c'est l'investissement en actions, notamment actions non cotées. Une action, c'est simple, c'est un titre de propriété d'une société. En fait, vous détenez une part du capital d'une société. Le fait qu'elle soit non cotée, c'est-à-dire qu'elle ne s'échange pas sur les marchés boursiers, la société va se présenter les actions, les proposer directement aux investisseurs sans passer par les marchés cotés. Tu as parlé d'actions non cotées. Oui. Il y a aussi les obligations. Est-ce que tu peux définir? Alors une obligation, c'est un titre de créance et non pas un titre de propriété contrairement aux actions. Les investisseurs jouent le rôle d'une banque, donc vous prêtez une somme à une société, en contrepartie, elle vous paye des intérêts ou dit des coupons. Là, on a parlé de crowdfunding en général, des instruments financiers inhérents à cette méthode d'investissement. Mais aujourd'hui, concrètement, c'est quoi les secteurs qui sont liés au financement participatif? Est-ce que tu peux un peu nous éclairer dessus? Il y a 3 secteurs majeurs autour du marché du crowdfunding. Le premier et le plus important, c'est l'immobilier aujourd'hui. On a également, et depuis quelques années, l'apparition du secteur des énergies renouvelables. Et enfin, on a le secteur de la culture avec des projets en dons notamment, et comme le fait KissKissBankBank, auquel l'Endopolis est rattaché aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelques statistiques à partager pour mieux comprendre le marché, pour mieux appréhender le marché? Quelle est aujourd'hui la dynamique? Alors, comme j'ai dit, c'est un secteur aujourd'hui qui est important dans le monde de l'investissement. C'est près de 2 milliards d'euros de collecte, le crowdfunding aujourd'hui. On a constaté une baisse de 15% au global sur le marché sur cette dernière année. Néanmoins, ce qu'on constate, et la tendance, c'est que le marché des énergies renouvelables propre au crowdfunding, quant à lui, est en évolution de plus de 11%. Donc, c'est aujourd'hui un secteur qui est relativement porteur parce qu'il y a un besoin croissant en termes d'investissement et de nombreux projets qui sont à venir dans les prochaines années. Parlons concrètement maintenant en tant qu'investisseur. Je me mets à la place d'un investisseur. Quels sont les avantages pour moi de me diriger vers le crowdfunding? Et évidemment, on parle d'avantages. Quels sont les inconvénients?
Alors, les avantages, on l'a vu, mais par rapport au niveau des rendements sur l'ensemble du marché de l'investissement en France, c'est le rendement notamment, parce qu'on constate des rendements qui sont plutôt élevés. Pour les énergies renouvelables, on est sur des moyennes de rendement entre 6 et 7,5% par an. Pour l'immobilier, ça va être un peu plus. Il y a également la durée. On peut retrouver parfois des projets court terme de moins de 2 ans jusqu'à 5 ans. Et on a également la pluralité des projets, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver sur les plateformes de nombreux projets qui sont proposés toutes les semaines. Donc ça permet également aux investisseurs de diversifier leur épargne. Alors on a parlé d'avantages, notamment de rendement, mais il y a aussi des inconvénients. Derrière le rendement, il peut y avoir un risque et j'attire l'attention des investisseurs que plus le rendement est élevé, plus il peut y avoir potentiellement du risque à côté, donc risque de perte totale ou partielle de son investissement de départ. La durée des choix d'horizon d'investissement, elle aussi, est limitée. On a du court et moyen terme. Il n'y a pas forcément de long terme sur les placements en crowdfunding. Et enfin, il faut aussi être assez dynamique dans sa prise de décision parce que les projets sont souscrits assez rapidement sur les plateformes. Donc parfois, les investisseurs n'ont pas trop le temps de réfléchir. Tu as parlé de risques. Pour un projet de crowdfunding, c'est quoi les risques qui sont liés à un projet de crowdfunding, un projet de financement participatif? Le premier risque, ça peut être lié à la plateforme parce que c'est elle qui va proposer le projet aux investisseurs. Également, ça peut être un risque sur le projet en lui-même. Il peut y avoir des risques opérationnels, que le projet ne se fasse pas ou qu'il ne soit pas assez rentable, des risques administratifs, que l'opérateur n'ait pas obtenu l'ensemble des autorisations pour pouvoir exploiter le projet. Et il y a également des risques systémiques qui sont parfois exogènes et liés à la conjoncture économique. Tu as parlé dans un premier temps de plateforme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une plateforme est fiable? Qu'est-ce qui ferait que moi, en tant qu'investisseur, je me dirigerais ou non sur une plateforme? Alors, eu égard de la réglementation, et notamment celle de l'autorité des marchés financiers, on impose une totale transparence au niveau de la communication des informations financières des plateformes aux investisseurs. Et ça, c'est un point important. Pour chaque plateforme d'investissement, on peut consulter ses statistiques et voir ce qu'on appelle son track record, son passé. Est-ce qu'il y a eu des défauts? Est-ce qu'il y a des projets qui ont été remboursés ou non? Donc ça, c'est un des points importants. C'est de savoir également comment la plateforme sélectionne les opérations, quels sont ses critères pour sélectionner des projets. Donc voilà, tous ces éléments-là permettent de se diriger vers le meilleur opérateur. Concrètement, on parle de plateforme. Nous travaillons tous les deux pour Lendopolis. Je rappelle, c'est 0% de taux de défaut sur tous nos projets d'énergie renouvelable. Est-ce que tu peux un peu mieux présenter cette plateforme de financement participatif? Alors, Lendopolis, c'est une plateforme de financement participatif filiale à 100% de la Banque Postale qui existe depuis 2014. Alors, ça veut dire quoi une plateforme de financement participatif? Ça veut dire qu'on va mettre en relation des porteurs qui souhaitent financer des projets avec des investisseurs privés qui souhaitent placer leur épargne. On a fait le choix de se spécialiser à 100% autour de la thématique des énergies renouvelables. Donc on va retrouver majoritairement le financement de centrales photovoltaïques, mais également d'autres types de projets autour de la biométhanisation, de l'hydroélectricité. En somme, tout ce qui a attrait à la transition énergétique en France aujourd'hui. En termes de chiffres, Lendopolis, c'est pas moins de 431 opérations financées autour de la thématique des énergies renouvelables, ce qui représente à l'heure où je te parle aujourd'hui 221 millions d'euros investis et comme tu l'as bien rappelé, un taux de défaut de 0% sur l'ensemble de nos projets. Pour un investisseur, quel est son parcours sur Lendopolis? Quelle est son expérience d'utilisateur? Alors c'est relativement simple, tout commence par une inscription sur le site lendopolis.com, rubrique s'inscrire. Il faut simplement dans un premier temps créer un compte, c'est gratuit et sans engagement, ça prend quelques minutes. Une fois que le compte est validé, eh bien l'investisseur va recevoir des alertes par mail dès lors qu'il est éligible à une opération d'investissement. Donc on envoie 7 jours avant l'ouverture d'un projet toutes les informations inhérentes à chaque opération. Ça permet à l'investisseur de se familiariser avec le projet, d'avoir accès à toutes les informations et de prendre la décision d'investir ou non lors de la sortie. Donc, une fois que le projet sort, l'investisseur pourra se rendre sur son espace personnel lendopolis.com, aller sur la page du projet en question, sélectionner un montant qu'il souhaite investir, puis de finaliser son investissement, soit par un paiement par carte bleue, soit par virement. Une fois que l'investissement est validé, que l'ensemble des fonds a été collecté pour une opération, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que les fonds des investisseurs vont commencer à apporter des intérêts. On met à disposition un espace personnel pour nos investisseurs pour qu'ils puissent consulter et suivre leur participation en cours sur la plateforme. Tu as parlé d'éligibilité. Donc concrètement, nous présentons 2 typologies de projets sur Lendopolis, donc des projets locaux, des projets nationaux. Est-ce que tu peux un peu mieux expliciter la différence entre ces 2 typologies de projets?
Cette distinction, elle est inhérente à la réglementation. Certains porteurs de projets font le choix de passer par des projets locaux, donc ils vont restreindre le nombre d'investisseurs par rapport à leur département de résidence. Lorsque un porteur de projet veut construire par exemple une centrale photovoltaïque, il va participer à un appel d'offres qui est initié par la Commission de régulation de l'énergie. Cette commission, elle dit aux porteurs de projet, eh bien, si vous faites participer des citoyens du territoire au sein d'une opération, l'opérateur va obtenir un bonus sur le tarif de revente de son électricité avec EDF. Donc c'est un peu une relation gagnant-gagnant entre les porteurs de projets et les investisseurs. Et on a d'autres types de collectes qui sont dites nationales, où il n'y a pas de restrictions géographiques et l'ensemble des investisseurs sur le territoire français peuvent investir. Donc, tu l'as dit, la stratégie de l'Endopolis s'axe complètement sur les objectifs de transition énergétique, d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est indispensable que les investisseurs flèchent leur épargne pour des projets un peu plus responsables au niveau social et au niveau environnemental surtout? Alors pour ne parler que de la transition énergétique, aujourd'hui c'est un sujet qui est relativement important et urgent, notamment eu égard de la raréfaction des énergies fossiles. Donc il y a un besoin d'augmenter la production en matière d'énergie renouvelable et ça passe aussi par des investissements qui nécessitent des levées de fonds, des capitaux. Donc, et ça va permettre d'assurer une transition énergétique pour les générations futures qui est aujourd'hui importante. Le deuxième point, c'est que c'est un secteur qui est porteur, en pleine croissance et donc c'est le bon moment pour les investisseurs de placer leur épargne autour de cette thématique parce qu'elle va être créatrice de valeur ajoutée dans les prochaines années à venir. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire un peu les retours que tu as au quotidien avec les investisseurs? Pourquoi est-ce qu'ils aiment l'Endopolis? Pourquoi aussi est-ce qu'ils investissent via le financement participatif? Alors souvent on me dit que c'est une plateforme qui est relativement simple d'utilisation, qu'on retrouve des projets qui sont relativement clairs, un espace personnel qui est plutôt ergonomique. Parfois voilà, on me dit aussi que les projets partent assez vite et qu'il n'y a pas forcément d'opérations qui sont éligibles pour tel ou tel client. Moi ce que je conseille aux investisseurs c'est d'être plutôt dynamique dans leur prise de décision et aussi de préalimenter leur compte L'Endopolis avant les sorties d'opérations pour pouvoir être assuré de trouver une place lors de la sortie d'un projet. Merci beaucoup Nazim, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé toutes ces informations et d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Nous espérons que cette vidéo sur le crowdfunding et sur le financement participatif en général vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes liés à l'investissement, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur YouTube. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner à notre compte L'Endopolis, notamment pour voir nos prochaines vidéos. Merci à tous pour votre attention.